Donc, je vais maintenant donner la parole à Alexandre Delval et nous avons convenu que j'allais lui donner la parole en lui posant 4 questions. Alors, la première question concerne le fonctionnement, comment fonctionne le processus de mobilisation terroriste. Parce que on a vu avec Mathieu le lien entre terrorisme et djihadisme. Alors, je prends un exemple simplement. La question que je pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de centralisé? Est-ce que quelqu'un donne des ordres? Je prends un exemple. En octobre 2019, c'est pas loin, euh, Daesh était en pleine déroute militaire. Son chef, El-Baghdadi, a été tué par les Américains en octobre 2019. Et pourtant, au même moment, quelques jours avant la mort de El-Baghdadi, Michael Harpon, un fonctionnaire de police qui est passé dans le terrorisme, a assassiné des collègues au sein de la préfecture de police et il se réclamait de Daesh, alors même que Daesh, à ce moment-là, n'existait plus. Maintenant, Daesh revient en Irak et en Syrie, mais c'est une autre histoire. Et voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres et comment est-ce que se répand cette idéologie djihadiste et terroriste? Donc, Alexandre. Tout Alors, d'abord, bonsoir Alexandre, bonsoir à tous et toute mon admiration envers Batior, que j'ai écouté avec plaisir. Et pour la petite histoire, je la lisais quand j'avais 18 ans la première fois, non 19 ans. J'avais trouvé son livre à la librairie Samuelian à Paris. Et voilà, je voulais rendre hommage à son travail parce qu'elle a beaucoup inspiré euh, les travaux de nombreuses personnes, dont moi. Et je me réfère encore beaucoup à elle. Je pense elle a dit l'essentiel. Et ça permet de répondre à ta question, Alexandre. Il y a deux niveaux parallèles, complémentaires, qui sont dosés différemment suivant les cas et les époques et les circonstances. Il y a deux niveaux de mobilisation. La mobilisation, c'est un terme qu'on emploie beaucoup en géopolitique. Les représentations sont des forces de mobilisation. Donc, premier niveau de mobilisation, le plus banal, celui sur lequel on penche, nos services de sécurité, nos hommes politiques croient combattre le terrorisme en se concentrant sur uniquement un des deux niveaux. C'est le niveau opérationnel, logistique, hiérarchique. C'est une cellule terroriste avec un kit, un mode d'emploi, quelqu'un qui donne des ordres, des cellules qui se forment, plus ou moins liées à une hiérarchie. On ne va pas faire toutes les nuances, mais moi je vais mettre dans la même catégorie toute forme de mobilisation terroriste, je dirais presque professionnelle, où on apprend à être un terroriste, on fanatise à la manière d'une secte, en coupant la personne de son environnement, en la faisant déculpabiliser, et tout un phénomène de coupure, comme les sectes, hein, avec l'environnement pour ne plus être influencé ou désinformé ou désintoxiqué par autrui. Et donc un processus assez logistique, assez opérationnel, assez professionnel. Mais il y a un autre niveau. Alors bien sûr, à l'intérieur de ce que je viens de dire, il y a le terrorisme de type hiérarchique, avec un lien avec l'agence principale. Par exemple, attentat du 11 septembre, donc là, ou alors le terrorisme palestinien des années 80, très, très hiérarchisé, très structuré, avec des groupes plus ou moins rivaux, mais on obéit à un groupe et on est payé, organisé, acheminé par un groupe. Deuxième sous-catégorie de cette première catégorie, un terrorisme soi-disant endogène, où là, on n'est plus vraiment entraîné par une cellule, par un groupe, on n'est plus vraiment lié à une hiérarchie, mais on répond à un appel et, et cet appel nous incite à suivre un mode d'emploi, parfois une mode tout court, phénomène mimétique. C'est le terrorisme soi-disant endogène, des soi-disant loups solitaires, qui de plus en plus passent à l'acte, alors qu'ils n'ont pas forcément de lien avec la centrale terroriste. Mais moi, j'affirme que c'est quand même la première catégorie, parce que tout de même, il y a une organisation terroriste qui donne un mode d'emploi, il y a des leaders qui donnent une légitimité à l'acte, qui renvoient à des textes sur Internet ou qu'on se donne sous la main, etc. Je pense par exemple à M. Souli ou alors Nagy. Ce sont deux grands penseurs utilisés à la fois par Daesh et parfois des gens par Al-Qaïda et des gens de Daesh aussi. Monsieur Nagy et Monsieur Souli ont appelé à tuer n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle manière,
à n'importe quel endroit. Dès lors qu'un musulman tue un mécréant, c'est déjà une bonne chose. Et là, effectivement, il n'y a pas forcément de lien terroriste, mais il y a quand même des penseurs qui viennent d'une centrale connue, organisée, et qui quand même donnent un mode d'emploi et légitiment un acte avec un appel qui va cautionner et qui va en même temps être une force de mobilisation. Tout ça, c'est la première catégorie. Mais il y a la deuxième catégorie qu'a très bien analysé Batior, puisque quand on parle de zimmi, de zimmitude, et quand on parle de djihad, eh bien, c'est la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est la légitimation intrinsèque, ontologique, c'est la légitimation textuelle, idéologique, théocratique, théologique même, hein, canonique, si on peut dire canonique, de la violence, qui est ancrée dans des textes, dans une sorte de droit canon islamique, hein, et ces textes donnent une extrême légitimation de la violence et une très profonde déculpabilisation de cette même violence. Et donc, tant que l'Occident, extrêmement naïf, ne concentre quand il réagit, parfois il est obligé, ne serait-ce que pour que l'opinion publique ne soit pas, ne les désavoue pas. Nos classes politiques n'ont rien fait pour empêcher ce qui préside au terrorisme. Mais quand le terrorisme passe à l'action sur notre territoire, nos hommes politiques sont obligés de bouger, mais ils ne peuvent agir que sur le premier plan. Les grandes centrales terroristes, leur mode d'action, leurs cellules, et la nouvelle mode, c'est les loups solitaires ou les fous, mais n'empêche que dès que le parquet classe comme acte terroriste, c'est parce qu'on sait très bien que la personne soit fait partie d'un mouvement, soit elle a fait allégeance sans qu'on lui demande, mais quand même elle a fait allégeance à un groupe, soit elle a répondu à un appel ou à une mode, mais qui elle-même est liée au fait qu'il y a un appel qui a été lancé par des grands spécialistes de la violence. Par contre, la deuxième source de légitimation du terrorisme, ou plutôt chronologiquement la première, c'est tout simplement le fait que les textes de l'islam, sunnites principalement, mais même aussi chiites, les textes de l'islam n'ont jamais délégitimé la violence la plus barbare qui est contenue dans une grande partie de la charia et du droit musulman, et que Batior a très très bien analysé dans tous ses livres, et que effectivement M. Mémy, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, vous en avez parlé, avait analysé très bien, et aussi même Antoine Fattal, qui était un des premiers que j'ai lu avec Batior, qui était lui un Libanais d'origine araméenne, il faisait partie d'une minorité au Liban qui parle encore la langue syriaque araméenne, et c'était un des plus grands spécialistes du droit islamique, Antoine Fattal. Il avait écrit justement un livre sur le statut des juifs et des chrétiens en terre d'islam, et c'est extraordinaire parce que c'était un très 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 grand juriste, reconnu même par les musulmans. D'ailleurs, ses ouvrages font autorité quand on veut analyser le droit islamique, et il a fait ça toute sa vie, et il montre très bien que dans le droit islamique, il n'a jamais été réformé, ni amendé, ni même rendu caduc. Ça fait penser à Arafat sur le mot caduc, ni même rendu caduc. Ces textes sont enseignés dans les grandes mosquées en Égypte, en Irak, au Maghreb, même au Maroc, le pays. Alors moi, souvent, j'entends des gens qui disent le Maroc, c'est formidable, c'est très tolérant, c'est un islam tolérant. Mais même au Maroc, on enseigne, les imams, quand ils apprennent le droit islamique, ils apprennent qu'on a le droit de tuer au nom d'Allah. Et donc, cette source de légitimité de la violence islamique contre le mécréant, contre l'apostat que l'on doit tuer, contre la femme infidèle, contre le blasphémateur, etc. Cette violence, elle est omniprésente dans la loi islamique, et donc nos sociétés culpabilisées par le politiquement correct, la mauvaise conscience, etc., nos sociétés occidentales n'ont aucune possibilité aujourd'hui d'agir sur la source doctrinale. Donc, ils ne peuvent agir que sur les effets, mais pas sur les causes. Ils agissent sur les grandes centrales terroristes et les personnes fanatisées sur notre sol. Éventuellement, ils font des guerres, souvent contre-productives, pour montrer qu'ils agissent, qu'ils flex de muscle, hein, au moment juste après un attentat. Ils font un petit bombardement, mais qui va même pas être pensé stratégiquement dans le cadre d'une grande stratégie. Et c'est tout. Et la source de la violence islamique, elle est enseignée chez nous. Moi, j'avais un étudiant récemment, enfin, il y a quelques années,
qui me disait, j'avais parlé des Moutazilites dans un cours, c'était une des rares écoles juridiques de l'islam qui avait prévu une réforme justement très profonde avec la plus grande importance de la raison. C'est une école qui prônait le raisonnement, la raison et le fait que le Coran pouvait être interprété par cette raison puisque le Coran n'est pas incréé. Et il me disait, mais vous savez, là vous venez de parler d'une école d'hérétiques et ce qu'ils disent est totalement blâmable. Et il m'a parlé du fait que c'était blâmable, qu'il ne fallait pas discuter et qu'on ne pouvait même pas aborder le sujet de la raison en islam, puisque l'école moutazilite avait été définitivement classée comme apostate. Et je me rappelle dans un autre cours, un de mes étudiants qui me dit, on parlait des assassinats, notamment on parlait de l'affaire Halimi, et il me disait de toute façon, c'était un brave type. Le pire, c'est que c'était un brave type qui n'était même pas dans une organisation terroriste. C'était un brave Marocain, un petit peu peut-être d'un milieu peut-être défavorisé, qui avait réussi à faire des études. Il avait une influence familiale et doctrinale et religieuse. Il avait une vision de la religion assez primaire, mais il avait appris tout ça à l'école. Et il me dit, mais les juifs et les chrétiens doivent rester à leur place. Et s'ils montrent des signes d'arrogance, il est normal de les liquider. Et ça, c'était pas quelqu'un, on l'a fait, après on l'a signalé, on a vu, c'était pas du tout quelqu'un qui fréquentait des soi-disant intégristes, j'aime pas ce mot. Il avait été tout simplement abreuvé d'orthodoxie islamique. D'ailleurs, mon lapsus est tout à fait révélateur. L'orthodoxie islamique est la source de l'islamisme. Après, l'islamisme, c'est plus. L'islamisme va plus loin, il rajoute l'influence nazie, l'influence communiste au niveau organisation hein, et l'influence nazie au niveau antisémitisme absolu. Donc voilà comment se produit un processus de légitimation terroriste. Il y a ces deux choses. Et il y a une troisième, c'est la fin de ma réponse, qu'on oublie très souvent. C'est pour ça que j'ai souvent parlé des rouges, des bruns et des verts. C'est les forces révolutionnaires d'extrême gauche, mais pas que, les forces révolutionnaires tiers-mondistes, pro-palestiniennes, anti-occidentales, qui, depuis des décennies en Occident, affirment qu'il n'y a rien de pire que l'occidental, que le judéo-chrétien, que le blanc européen. Rien n'est pire que les croisades et le passé de la chrétienté. Et si en fait la civilisation occidentale, c'est la pire de toutes, si la France, l'Amérique, Israël, bien que très différentes, soient finalement des composantes de la même horreur, si le pire, c'est l'occidental, dans tout ce qu'il a, hein, juifs comme chrétiens, athées comme croyants, protestants, évangéliques, qui sont très diabolisés, les évangéliques, comme le catholique, dont l'histoire n'aurait été qu'un festival d'intolérance, de massacres et de croisades. Des croisades d'ailleurs qu'on ne remet jamais dans le contexte, qui fait quoi hein, on oublie que les croisades, c'était 4 siècles après les premières agressions islamiques. Quand l'Europe livre sa première croisade, Rome a déjà été rasée. Et on n'apprend même plus dans nos livres d'histoire qu'en 846, la ville de Rome, la capitale de la chrétienté, a été entièrement radiée par les envahisseurs arabes, alors que les croisés, même les pires, n'ont jamais osé attaquer la Mecque. Donc cette extrême violence que nous avons envers nous-mêmes et que le politiquement correct ou les forces d'extrême gauche produisent en diabolisant systématiquement l'Occident, le français, l'anglais, l'américain, l'israélien, l'occidental absolument maléfique, ça aussi c'est quelque chose qui, alors c'est moins direct, mais c'est un enseignement de la haine qui alimente aussi le djihadisme. D'ailleurs, beaucoup de djihadistes sont allés sur des sites complotistes, ont vu ce que disait l'extrême gauche, notamment ceux qui sont fanatisés à partir d'un engagement pro-palestinien. On peut se demander si c'est l'extrême gauche ou les islamistes qui les ont le plus fanatisés dans leur volonté d'aller en découdre. Hein, et Dieu sait si, pas tous, mais beaucoup de terroristes qui ensuite vont s'en prendre un Gaulois dans la rue ont préalablement une partie de leur mobilisation terroriste, elle a été influencée par un discours pro-palestinien délivré très souvent par des braves occidentaux blonds et yeux bleus, des militants d'extrême gauche.
qui distille une légitimité de la violence dès lors que cette violence, elle est contre le blanc occidental judéo-chrétien. C'est pour ça que l'actualité, d'ailleurs, elle le montre bien, la diabolisation de l'Amérique aujourd'hui. Un noir est tué par un policier blanc. Mais j'ai vu des statistiques qui m'ont étonné. Il arrive très souvent aussi que des blancs soient tués. Et d'ailleurs, il y en a plus en nombre. Mais là, on n'en parlera pas. Pourquoi? Parce qu'en Occident, on a été habitué à blâmer systématiquement ce qui est notre fait et à ne pas voir ce qui est le fait d'un non-occidental étant une victime par nature du méchant occidental. Finalement, c'est toujours moins grave quand un non-occidental commet un acte violent. Ça aussi, ça permet de mobiliser, en tout cas de légitimer la mobilisation violente, car le terrorisme, c'est de la politique par la violence, ou de la religion par la violence. Alors, je ne t'entends plus, Alexandre, mais... Voilà, ça y est. Ça y est. Voilà, donc merci. Mais en fait, ma seconde question, justement, c'était sur les relais de l'islam politique en France, et tu as largement abordé cet aspect avec l'extrême gauche, et je pense par exemple à la participation de la France insoumise à la manifestation contre l'islamophobie Oui. Au mois de novembre dernier à Paris. Donc, alors ça, oui, pardon. oui, non, mais vas-y. Oui, alors ça, je suis tout à fait intéressé de développer cette question et merci de l'aborder. Mais je vais vous choquer. C'est pas ça le plus choquant finalement, le plus surprenant, le plus choquant et le plus grave. Parce que des forces d'extrême gauche, naturellement, ne peuvent être que alliées de forces anti-occidentales. Certes, c'est incohérent philosophiquement quand on est athée de s'allier avec des islamistes, mais quand on est animé par la haine de l'Occident et qu'on veut juste cogner contre l'Amérique, Israël, l'Occident et diaboliser uniquement l'occidental parce qu'on a une haine absolue envers cet occidental, c'est relativement logique. Incohérent philosophiquement, mais logique du point de vue de, vous savez, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Par contre, moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de voir la passivité ou même parfois la collaboration, le mot n'est pas trop fort, de forces progressistes modérées, longtemps le PS, de forces même libérales de droite. Sarkozy, qui pourtant fut mon héros à un moment, j'ai beaucoup œuvré pour la campagne en 2007, j'ai donné 2 ans de ma vie pour l'élection de cet homme, mais quelle ne fut pas ma déception, déjà un peu avant, quand il avait donné le CFCM, le Conseil français de culte musulman, aux frères musulmans, mais par la suite, il n'a rien fait contre les sources de la violence islamiste. On n'a absolument rien fait. Mais même son rival interne de Villepin n'avait rien fait. Mais même avant lui ou après lui, que ce soit Mitterrand ou Chirac, ou après lui Hollande ou Macron qui a voulu faire, c'était une très bonne idée, un islam réformé de France. Il a fait des beaux discours parfois sur le séparatisme islamiste, mais il s'est entouré de gens qui sont des musulmans modérés, mais qui ont été dialogués avec des frères musulmans, eux aussi. Et rappelez-vous Sarkozy qui faisait un débat formidable pour terrasser le méchant Tariq Ramadan. Certes, ok, je ne suis pas spécialement un fanatique, un fan plutôt de Tariq Ramadan, mais ça ne sert à rien de faire un débat pour terrasser Tariq Ramadan quand au même moment, on donne la part belle du gâteau aux frères musulmans. Donc, ils ont tous fait cela. Et donc, et je me rappelle une anecdote parce qu'un article du Spectateur a relaté cette anecdote, ils ont dû lire le projet. Il raconte que j'avais rencontré un jour un ancien des services anglais, enfin il venait juste de prendre sa retraite, c'était dans un stage de fonctionnaire et c'était intéressant parce que cet ancien des services anglais me disait qu'il était très fier, c'était en 1997, il faut avouer, hein. Peut-être qu'il ne dirait plus la même chose, mais il disait, nous on est très fiers, à Londres, on a accueilli les pires mouvements islamistes, les plus dangereux, même certains interdits dans des pays musulmans islamistes. Et il m'a même cité des mouvements interdits en Arabie Saoudite ou à Gaza, et à l'époque condamnés par des États qui appliquent la charia à 100%. Comme on dit aujourd'hui, j'hallucinais et j'ai écouté pendant 1 heure cet ancien du renseignement anglais qui était très fier que ce gouvernement. Donc tout cela a été pensé stratégiquement. On a des gouvernements occidentaux, mais nous c'est pareil. Quand Giscard, par exemple, interdit d'interdire le décollage de l'avion de Khomeini, quand M. Alexandre de Maranche, le chef des services français,
de l'Ezdek à l'époque. Il lui dit, il ne faut surtout pas permettre à Khomeini d'aller à Téhéran, il va changer la face de l'histoire et il va être le héros d'une révolution gauchisante et islamiste à la fois, qui va totalement déstabiliser le Proche-Orient, non, le Moyen-Orient, et qui va nous faire perdre un allié. Eh bien, Giscard ne l'a pas écouté. Giscard a voulu absolument, mais là, c'est pas qu'on ne fait pas exprès. On ne peut pas nous dire qu'il n'a pas fait exprès. Il ne savait pas, c'est pas vrai. Alexandre de Marange, dans ses mémoires, en a parlé. Il a dit, je l'ai supplié de surtout pas permettre l'atterrissage de Khomeini à Téhéran. Soit on le liquide, soit on s'en débarrasse, soit son avion ne part jamais de France, soit, en tout cas, on ne lui permet pas de faire ça. Eh bien, Giscard a tenu, par tolérance à l'époque, c'était déjà par libéralisme ou par pression de je ne sais qui, je ne sais quoi. Certains disent la CIA, je ne sais même pas. Je pense plutôt que c'est la grande stupidité de nos dirigeants. Donc, vous voyez que ce soit avec l'islamisme sunnite des frères musulmans, l'islamisme sunnite wahhabite hein, des Saouds, dont on a fait l'apologie pendant des années, et avant que ça commence à aller un peu mieux en Arabie Saoudite, c'est tout récent, pendant des années, quand les Saoudiens étaient les pires financiers du pire islamisme, on leur a permis, notamment à la Ligue islamique mondiale, la LIM, on a permis à cette grande organisation qui a distillé le wahhabisme d'ouvrir des centres de plusieurs milliers de mètres carrés à Paris, à Bruxelles, à Londres. Donc, on pourra en parler pendant des heures. C'est pareil pour l'influence d'Erdogan. C'est pas que Erdogan, ça a commencé bien avant. Le Milli-Görüş qui est l'organisme qui a fait éclore les partis islamistes turcs, qui jadis était interdit en Turquie, il faut le rappeler, quand la Turquie était kémaliste, il était interdit d'avoir un parti islamiste. Mais vous savez où a été créé le premier parti islamiste qui plus tard prendra le pouvoir, déjà dans une première expérience dans les années 96-97, avec M. Erbakan, le mentor d'Erdogan. Eh bien, le premier parti islamiste turc de gouvernement ne fut pas créé en Turquie. Il était interdit en Turquie. Il fut créé en Suisse et en Allemagne, avec M. Erbakan, alors réfugié en Allemagne et très actif en Suisse. D'ailleurs, exactement comme Saïd Ramadan, le père de Tariq Yanim Ramadan, pareil, il était actif en Suisse et en Allemagne au début. Et ce sont des pays comme ça, européens, qui ont accueilli les futurs héros de l'islamisme mondial. Enfin, c'est quand même sidérant. Et je relate dans mon dernier livre, Le Projet, hein, des propos d'analystes suisses qui disent qu'à plusieurs reprises, c'est l'extrême gauche qui a sauvé la famille Ramadan lorsqu'elle installait les frères en Europe, mais à plusieurs reprises, c'est le ministère des Affaires étrangères suisses et même plusieurs fois les services suisses, les services secrets suisses, qui au départ voulaient l'expulser, mais qui ont eu ordre de la part des ministères compétents de protéger Saïd Ramadan alors qu'il était 1000 fois expulsable. On avait plein de propos de haine, d'appel au djihad. Il a même soutenu des terroristes pro-iraniens sur le sol suisse. Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan, le beau-fils du créateur des frères musulmans, a organisé même des réseaux. Il a appuyé des réseaux terroristes. Il a caché des terroristes pro-iraniens. Mais aussi, il a fait l'apologie dans sa revue du terrorisme palestinien et du terrorisme islamiste. Tout ça, ça s'est fait avec l'accord de nos autorités. Donc, vous voyez, finalement, l'extrême gauche, lorsqu'elle manifeste avec des islamistes, elle fait presque son travail de sape, de déstabilisation, très léniniste, de déstabilisation des régimes bourgeois, par n'importe quel moyen. Mais quand des gouvernements de partis politiques responsables, respectables, de centre, de droite, ou de centre-droit, ou de centre-gauche, ont appuyé, ont organisé, ont même donné des fonds publics pour construire des mosquées, des centres, et n'ont jamais écouté, non pas des gens comme moi, à la limite, c'est pas grave qu'ils ne m'écoutent pas, je ne suis pas leur conseiller, mais ils n'ont même pas écouté nos services de renseignement qui les ont alertés à maintes reprises. Là, c'est la vraie question. On peut se poser pourquoi, mais qu'est-ce qui les a rendus fous au point d'appuyer la menace islamiste de manière officielle, parfois avec des fonds publics, même souvent avec des fonds municipaux, régionaux ou nationaux, car c'est souvent avec des aides publiques que des organismes ont pu trouver des financements sous couvert d'associations culturelles, bien sûr. Oui, merci, merci Alexandre. Alors, effectivement, les thèmes, peut-être que le thème qui permet la progression de ces idées, c'est la culpabilisation de l'Europe, et c'était un des thèmes aussi de ton intervention de ce soir. Pour les thèmes de la victimisation, il faut
l'islam politique cherche absolument à présenter les musulmans comme les victimes par excellence. Et comme dans les thèmes de victimisation, il y a le Cachemire, l'Albanie, la Birmanie, l'Espagne et bien entendu la cause palestinienne. Alors, je me demande comment l'Europe peut être dupe d'un discours aussi culpabilisant et aussi pour nous, notre jeune association, quel espoir elle a, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous voulons nous adresser à l'opinion publique et nous nous adressons ensemble, juifs, chrétiens, arméniens, tout le monde ensemble, athées aussi, pour expliquer. Mais quels sont Alors, qu'on peut utiliser, quels sont les ressorts qu'on peut utiliser? il y a plusieurs théories sur ce point. Vous savez qu'en sciences politiques, en histoire des politiques, il y a ceux qui pensent qu'il y a la matière qui ensuite produit une justification idéologique, qui a des raisons concrètes, et d'autres qui pensent qui croient à la souveraineté des idées. J'ai longtemps été partagé, je le suis toujours, entre ces deux théories. Est-ce que c'est des idées qui gouvernent le monde ou est-ce que c'est des idées qui ne sont finalement que des superstructures, des légitimations d'intérêts purement, je dirais, triviaux, financiers. Et ça me rappelle une conversation très intéressante avec Battier en Suisse, j'étais allé la voir, et je lui disais, l'Europe est culpabilisée, je venais d'écrire mon livre, Le complexe occidental, et c'est ça qui nous tue, cette culpabilisation, on en crèvera, parce qu'à force de vouloir battre notre couple, et bien finalement, les pires prédateurs, notamment islamistes, en profitent et utilisent cette culpabilité pour nous faire baisser la garde et pour avancer avec leur discours victimant pour eux et culpabilisateur pour nous. Et Battier m'a fait une réflexion très intéressante. Elle me dit, mais crois-tu vraiment que nos élites soient elles-mêmes culpabilisées? Et elle avait posé une question effectivement très intéressante que j'ai abordée aussi dans mon livre, et je pense qu'elle avait raison. Peut-être que le peuple de base, je m'inclus dedans, ce n'est pas méprisant, est culpabilisé par les livres scolaires, la propagande médiatique qui est constante. Hein. On est constamment culpabilisé. Hier soir encore, quelqu'un me disait que le christianisme, ça n'avait été que de la violence. Alors, pour les juifs, ça a été souvent vrai. Hein. Mais elle résumait toute l'histoire de la chrétienté par la violence. Et rien sur la violence islamique. Elle avait appris à l'école que seule la chrétienté avait été violente, mais absolument pas la civilisation islamique. Donc, effectivement, il y a une véritable culpabilisation idéologique qui est structurelle presque. On est vraiment abreuvé depuis notre enfance de culpabilisation avec une déformation de notre histoire. Et vous savez que la désinformation, ce n'est pas forcément mentir, c'est dire une partie des choses. Donc, on dit tout ce que l'Europe a fait de mal, et parfois c'est vrai, bien sûr, et même l'Église catholique parfois s'est pas comportée de manière très pacifique, mais on ne dit pas ce que l'autre a fait encore pire, car j'ai vu récemment un tableau qui compare les actions violentes de la croisade des Albigeois, de l'Inquisition et des croisades, et qui les compare avec le Fatah et le djihad, fils Allah, le djihad islamique, les conquêtes arabo-islamiques. Mais c'est sans commune mesure. Rien que pour les Indes, le chiffre est sidérant, on n'arrive même pas à y croire. Et des grands scientifiques ont travaillé. Rien que sur les Indes, plusieurs centaines de millions, apparemment, de populations autochtones des Indes auraient été massacrées par le djihad. Et rien que l'esclavagisme, une vingtaine de millions de personnes massacrées par l'esclavage arabo-islamique. Donc, c'est quelque chose de sidérant. Donc voilà, nous, on est culpabilisés, mais là où Battior avait raison de me contredire, de m'apporter la contradiction, elle me disait, ne crois pas une seconde que les élites, elles, sont culpabilisées. Et c'est vrai, elle a raison. Je ne pense pas que nos élites politiques, quand on connaît leur cynisme, leur degré de corruption, de forfaiture, quand on connaît les coups bas qu'ils se livrent en permanence, y compris à l'intérieur des partis, effectivement, on ne peut pas trop penser qu'ils ont des âmes sensibles d'être culpabilisés et scrupuleux. Donc effectivement, la culpabilisation fonctionne pour faire admettre par le peuple un phénomène de destruction identitaire voulu par les élites. Et là, je sais que là, ça fait complotisme. Moi, je suis contre le complotisme, j'ai horreur du complotisme. Ce n'est pas du complotisme. Je pense vraiment que les élites occidentales ont une volonté de détruire la civilisation occidentale judéo-chrétienne telle qu'elle existe. Les uns par gauchisme révolutionnaire, c'est les plus violents, mais les autres par comment dirais-je, par ce qu'un grand sociologue américain appelle Macworld.
Benjamin Barber, c'est un sociologue américain démocrate. Ce n'est pas un Trumpiste, un populiste ou un adepte du choc des civilisations. C'est un des plus grands sociologues américains. Et dans son livre Djihad versus Macworld, il dit « L'Occident est piégé par son mythe mondialiste, cosmopolite. Il veut créer une grande tour de Babel, un village mondial. Cette dérive universaliste, impérialiste et cosmopolite à la fois de l'Occident fait que l'occidental, enfin les élites occidentales qui sont liées aux multinationales, qui sont liées et qui sont abreuvées de cette idéologie complètement déracinée et déracinante, ils voudraient faire de l'Europe un terrain d'essai du mondialisme. Et d'ailleurs, c'est toute la fonction de l'Union européenne depuis sa création. Un livre très intéressant de Philippe de Villiers a été produit récemment. Alors, on aime ou on n'aime pas Philippe de Villiers, mais il a utilisé 8 chercheurs universitaires qui ont regardé les archives sur l'origine de l'Union européenne. Et on a retrouvé 3 grands protagonistes. Les 3 ont collaboré avec les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale et les 3 récupérés par la CIA. Leur mission, c'était en fait faire de l'Europe un grand marché, mais surtout pas un continent qui serait uni par une identité. Donc en fait, cette Europe marchande, alors sous la guerre froide, ça pouvait se comprendre, je comprends que l'Amérique ait éventuellement appuyé un tel projet, et à l'époque, ce n'était pas encore le pire. Mais à partir des années 90, j'arrêterai ma question après avec ça, il y a une dérive. C'est devenu pire que le projet initial qui était de faire une Europe consommatrice de produits américains. Ensuite, c'est devenu pire. Les mondialistes progressistes de gauche et d'extrême gauche ont réussi à récupérer le projet européen d'un point de vue idéologique. Et à partir des années 90, on a vu qu'on ne parlait même plus comme Robert Schuman, qui était quand même encore chrétien. On ne parlait plus comme De Gasperi, Adenauer, qui avait quand même une idée de l'Europe européenne. L'Europe est devenue un projet totalement déraciné. Et vous savez qui est l'idéologue officiel aujourd'hui de l'Union européenne, hein, c'est de l'école post-marxiste de Francfort, Jürgen Habermas. Qu'est-ce que dit Jürgen Habermas? C'est l'idéologue officiel auquel se réfèrent les élites européennes de Bruxelles, la Commission européenne. Et Jürgen Habermas dit, pour que l'Europe ne redevienne jamais le totalitarisme qu'elle fut à l'époque du nazisme, alors ça c'est une idée tout à fait légitime, que ça ne revienne jamais. Et il dit, mais la réponse par contre n'est pas aussi légitime que la préoccupation. Et il dit, la seule solution pour que l'Europe ne redevienne jamais ce qu'elle fut, c'est qu'elle soit totalement déracinée, métissée, cosmopolitisée et totalement détruite en tant que civilisation cohérente, c'est-à-dire qu'on devienne un laboratoire expérimental d'une future humanité métissée qui n'a plus de couleur, d'odeur, de religion, de race, de langue unique ou rien d'autre que finalement les droits de l'homme au niveau prétexte et la consommation comme mode de vie. Et effectivement, ça peut, à la limite, ça peut presque partir d'une bonne intention. Je ne dis même pas que c'est un plan ou un complot, pas du tout. Peut-être qu'Habermas avait une sincère intention, détruire notre identité pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais de nationalisme. Le problème, c'est que ça ne profite qu'à l'islamisation. Car, comme dit Benjamin Barber dans son livre Djihad versus Macworld, et c'est là que Benjamin Barber est génial, je vous invite à le lire. Il est extraordinaire, c'est le plus grand sociologue américain. Et ce n'est pas un populiste, il est considéré démocrate. Et il explique, plus l'Occident oublie son identité en voulant produire une sorte d'empire mondial consumériste qui n'est régi que par l'argent et la consommation de produits des grandes multinationales, d'ailleurs qui sont dans des paradis fiscaux, qui n'ont même plus rien, qui sont même plus rattachés à un État. Orban et Trump n'ont pas toujours tort lorsqu'ils disent qu'il faut la relocalisation et qu'il faut que les États reprennent le contrôle de multinationales qui leur ont totalement échappé. Ne parlons pas de Facebook. Regardez Facebook. Qu'est-ce qu'a fait Facebook récemment? Elle a mis dans son conseil suprême une militante des frères musulmans et une militante pro-voile qui ne fait que ça. Son seul but dans la vie, c'est que toutes les femmes soient voilées et que les frères musulmans prennent le pouvoir dans les pays arabes. Donc, quand on voit les convergences d'intérêts entre les grandes multinationales ou les GAFAM et les milieux islamistes, eh bien moi j'en suis arrivé à la conclusion, c'est pareil que pour l'alliance entre l'extrême gauche et les islamistes, c'est en fait l'alliance des mondialistes. C'est l'alliance de tous ceux qui ont un intérêt à détruire les identités. Mais ce que je dis à Backward, comme d'ailleurs aux militants d'extrême gauche, vous allez être très déçus parce que le jour où l'islam triomphera
et les matérialistes consuméristes de Macworld qui produisent toute cette culture un peu sans morale et sans éthique, et pareil pour les marxistes qui ont comme idéal au départ une société athée, ils ne seront pas remerciés par les islamistes qu'ils auront aidés les uns par subversion marxiste pour déstabiliser, pour faire la révolution. Les autres auront aidé l'islamisme parce qu'ils veulent détruire l'identité chrétienne occidentale pour faire une Europe ou un tour de Babel. Mais les deux le paieront très cher, car l'islamisme ne les remerciera pas, de même que Khomeini n'a pas remercié l'extrême gauche, qui pourtant l'a aidé à faire sa révolution. Donc voilà, je sais que je pars un peu dans tous les sens, mais s'il y a une telle collaboration avec les forces islamistes, pas uniquement de l'extrême gauche, mais aussi de Facebook, des multinationales, de nos élites qui nous dirigent, jusqu'à Trump et Orban, pratiquement tous les dirigeants occidentaux ont collaboré avec l'islamisme, de Jimmy Carter jusqu'à M. Macron. Et les rares exceptions, ça me désole de le dire, j'aurais rêvé, moi, d'une droite ou d'un centre-droit raisonnable, modéré, qui gère ce problème. Malheureusement, les seuls aujourd'hui qui veulent faire obstacle à ce projet d'islamisation et qui veulent que l'Europe et l'Occident, pas que l'Europe, Trump dit la même chose qu'Orban pour l'Amérique, que nous restions des sociétés judéo-chrétiennes européennes, que dans 100 ans, on soit encore la même civilisation. C'était le grand discours d'Orban. Eh bien, ils sont considérés comme des horribles fachos, des horribles racistes, des horribles populistes, dans le meilleur des cas, des complotistes fascistes d'extrême droite ou ultra-droite ou populistes. Donc, c'est tout à fait désolant. Aujourd'hui, on dirait que tout est fait en Occident pour que les forces de la résistance contre l'islamisme soient tellement diabolisées que l'on préfère le processus d'islamisation par l'immigration massive plutôt que de risquer de faire le jeu des horribles populistes que, d'ailleurs, injustement, on rattache au nazisme, au fascisme. Et là, Pierre-André Taguieff, que Batior connaît et apprécie aussi, il a magistralement démontré que c'est une grande désinformation que de mettre tous les populistes dans le même sac et de qualifier tous les populistes, bien entendu, de fascistes. Mais là, je conclurai vraiment sur un autre philosophe fondamental, Léo Strauss, grand philosophe américain d'origine juive allemande. Qu'est-ce qu'il dit en 1953, Léo Strauss? Il dit, attention, un jour viendra où n'importe qui, pour déstabiliser son ennemi ou pour gagner un combat ou une rixe verbale ou un combat idéologique, il traitera l'autre de nazi. La réductio ad Hitlerum. C'est un juif allemand qui a parlé de la réductio ad Hitlerum. Ce n'est pas un facho en mal de reconnaissance. C'est l'un des plus grands philosophes, spécialistes d'ailleurs de l'Antiquité, autant que la grande spécialiste Hannah Arendt. Donc c'est intéressant de relire des grands classiques ou des grands esprits comme Benjamin Barber ou Léo Strauss pour comprendre que ce qui nous arrive, c'est une sorte de bug, une autodestruction de l'Occident qui est prise par ses propres délires, ses fantasmes cosmopolites, mondialistes, qui sont en fait les conséquences aussi de son impérialisme. Parce qu'on a voulu penser le monde et diriger le monde, et à force de raisonner global, de confondre l'universalisme spirituel avec le cosmopolitisme, parce en fait, on peut très bien être universel, le judaïsme et le christianisme le sont, tout en étant enraciné. La grande erreur philosophique, c'est d'avoir cru que, comme on est universel en tant que judéo-chrétien ou adepte des droits de l'homme, eh bien, il faudrait nécessairement détruire toutes les nations et les frontières. Mais ça, c'est la grande idéologie actuelle de l'Occident, des démocrates américains comme des constructeurs de l'Union européenne. Ils sont vraiment persuadés que le mal absolu, c'est la nation et la frontière. Or, Benjamin Barber, grand sociologue américain, il conclut son livre en disant « Attention, si vous déstabilisez les frontières et les nations en faisant croire que toute nation, en fait, elle est en quelque sorte nazifiable, nazie, ce qui est absolument faux, parce que les nazis étaient impérialistes. Ils étaient contre les nations. Ils ont annexé leurs voisins. Ils ont détruit les frontières de leurs voisins. Eh bien, Benjamin Barber dit, attention, c'est djihad qui triomphera. C'est le djihadisme, c'est l'islamisme qui récoltera les fruits de la destruction permanente que nous organisons en détruisant nos religions judéo-chrétiennes, nos frontières, nos nations, nos patries. Ce travail de déconstruction de l'Occident qui participe de son projet mondialiste et universaliste, mal compris, car il y a un bon universalisme, Benjamin Barber dit « ça ne favorisera que l'invasion islamique ». Oui, merci Alexandre. Je crois que nous allons maintenant passer aux questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui m'ont donc été transmises
Et ici, alors je vais aussi réactiver la caméra de Batior. Voilà, ça devrait. Batior, Oui. voilà, Alors, la caméra à réactiver. Voilà, donc ça voilà. ah ben voilà. Ok. Donc, alors les questions, je vais essayer de faire la synthèse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Alors, il y a eu des questions par rapport à l'idéologie islamique. Euh, bon, j'en lis une qui synthétise plusieurs autres. On fait l'amalgame entre les musulmans en mettant en avant les courants les plus radicaux. Comment se fait-il qu'on ne cherche pas à diviser ces courants? Alors, je vais en donner une autre en même temps qui m'est aussi arrivée. Comment se fait-il que les arabo-musulmans, eux, ne soient jamais culpabilisés, ni par nous, ni même qu'ils se sentent coupables des actes terroristes, puisqu'ils souvent ils se désolidarisent pas des actes terroristes. Dans le même ordre d'idées, euh, alors ça, pour ça, oui, je m'arrête sur ces deux questions-là et je donne la parole là à Alexandre. Il y en aura d'autres un peu liées qui seront plutôt pour Batior. Alors Alexandre, sur ces deux questions. Ah oui, sur celle La concernant… culpabilisation et l'amalgame Ah éventuel. oui, l'amalgame, d'accord. Voilà. Moi, j'ai beaucoup œuvré avec des musulmans, et on me l'a reproché d'ailleurs. Certains de mes lecteurs m'ont dit, oui, vous êtes naïf, mais je continue. Et Batior, j'en ai souvent parlé avec elle, elle me dit, tu as tout à fait raison, et elle le fait aussi. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs les nuances qu'elle a mises en disant, au Pakistan, ils ont essayé de lutter contre ce processus de massacre sous couvert de lutte contre le blasphème. Certains ont même payé de leur vie. Le gouverneur du Pendjab fut tué pour avoir défendu Asia Bibi. Et contrairement au ministre des minorités, qui était chrétien, le gouverneur du Pendjab était un musulman. Il a payé de sa vie la défense d'Asia Bibi. Donc c'est très important de rester quand même toujours. On doit être ferme. Il faut être. Et c'est un combat difficile. On peut assumer d'être qualifié de plein de choses, puisqu'on sait que ce n'est pas vrai. On peut aller très loin dans l'analyse et le discours de vérité, mais ne jamais tomber dans l'erreur qui serait de mettre les musulmans dans le même sac et tous les islams dans le même sac. Il y a une grande pluralité à l'intérieur de l'islam. Même à l'intérieur de l'islamisme, il y a des courants différents. Par exemple, Fethullah Gülen, le courant de Gülen, cet homme réfugié aux États-Unis dont Erdogan veut la peau. C'est quand même un courant qui est assez islamisant, je ne dirais pas islamiste, mais quand même, il veut une société de croyants, et pourtant, il a des visions assez positives d'Israël, et une grande attention à défendre juifs et chrétiens, et à vouloir des sociétés qui respectent dans une pleine citoyenneté et d'égalité. Donc, il existe des courants quand même assez modérés. À l'intérieur de l'islam, il y a quand même beaucoup de musulmans qui sont croyants, qui sont tristes que la charia soit toujours non réformée et qui voudraient travailler à la réforme. Alors, bien sûr, il est vrai qu'il y a un problème dans l'islam tout court, puisque l'islam n'a pas été réformé depuis le Xe siècle. Et les 4 courants qui existent aujourd'hui, sur les 20 qui existaient au IXe siècle, c'est les 4 les plus durs qui sont restés. Et le plus dur de ces 4, c'est le hanbalisme, la source à la fois des frères musulmans et du wahhabisme et du salafisme. N'empêche qu'il faut absolument garder un cap humaniste et ne jamais céder à l'idée que finalement, il n'y a rien de bon dans les musulmans, l'islam et la civilisation islamique. C'est faux. Tous les courants soufis ne sont pas amis des chrétiens et des juifs, mais beaucoup l'ont été. Pas tous, mais beaucoup. Donc il faut encourager les mouvements soufis ou autres, ou alors bien sûr les penseurs athées, mais pas que. Moi, je réponds souvent à ceux qui me disent « je ne crois que les musulmans anti-islamistes qui sont athées ». Mais c'est complètement stupide. On ne peut pas demander aux millions d'Européens en Europe d'être d'un jour athées ou de partir. On ne réglera pas le problème en disant « soyez, vous n'avez qu'une solution pour être compatible, c'est être athée ». Non, nous sommes condamnés à faire émerger certes des courants très faibles qui ont été vaincus par l'histoire, comme les Moutazilites, comme certains courants soufis modérés. Nous sommes condamnés à travailler avec les rares, je sais qu'ils sont rares, je le dis exprès, les rares courants modérés de l'islam. Il faut les encourager. S'ils n'existaient pas, il faudrait même les créer, car vous ne pourrez pas convaincre les musulmans à tous être athées. Ça, c'est une vision d'athée occidentalo-centrée. Il faut comprendre que pour réussir le combat de l'intégration, ce sera l'intégration ou le chaos.
ce sera l'intégration, la guerre civile. Nous devons effectivement encourager ce qu'il y a de mieux parmi l'islam et les personnes les plus courageuses parmi les musulmans. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et moi, pour moi, ça me paraît évident, mais pour moi, c'est tellement évident que parfois, je ne le dis pas. Mais je le dis depuis quelque temps parce que je me rends compte, malheureusement, que ceux qui ont compris avec lucidité le danger de l'islamisme, parfois pêchent, non pas par islamophobie, j'aime pas ce terme qui est utilisé par les frères musulmans et les gauchistes, mais ils pêchent par excès. Tout excès est insignifiant, disait Talleyrand. Merci. On m'entend là? Je ne vois pas si j'ai le micro. Pardon. Voilà. Alors, j'ai une question qui revient plusieurs fois pour Batior. Alors, d'abord, je dois dire qu'il y a énormément de félicitations pour vous deux. Les gens qui suivent cette Zoom conférence sont ça correspond à ce qu'ils recherchaient et vous remercie tous les deux de vos interventions. Alors, j'ai une question qui revient plutôt pour Batior. Conflit israélo-palestinien, conflit religieux ou conflit de territoire? Point d'interrogation. Je résume, il y en a plusieurs dans le même style, mais voilà. Oui, non, c'est un conflit religieux. C'est clair. D'abord parce que les termes sont expliqués. Le but, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et donc, même si on parle de territoire, en fait, on essaye de réduire le territoire israélien à un État croupion qui n'aurait pas la possibilité de se défendre. Comme l'a dit l'ancien ambassadeur d'Israël, Abba Eban, c'est les frontières d'Auschwitz. C'est finalement la solution d'Auschwitz, la destruction de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, les leaders européens le savent très bien. Ils participent à cette politique, ils soutiennent pour différentes raisons que Alexandre Delval a bien expliqué, qui sont des raisons stratégiques, aussi l'héritage quand même du nazisme, puisque le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, a été président de la Commission européenne, une commission extrêmement importante dans la politique européenne. Et, un nazi historique. Pardon? C'était un nazi historique, absolument. Et c'était un nazi par choix aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de nazis d'Allemands qui sont devenus nazis parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, qui ont été embrigadés dans les armées malgré eux. Mais lui, il a choisi d'être un nazi depuis l'origine du nazisme, et de plus, il a écrit un traité sur l'Europe, une Europe sans frontières qui serait sous la coupe du nazisme et purifiée de ces juifs qui n'auraient aucun juif et qui s'appuierait économiquement sur le monde musulman. Donc il y a toujours eu cette alliance entre les nazis et le monde musulman pour différentes raisons, et donc et qu'on revoit actuellement contre l'État d'Israël. Oui. Et donc, et l'Europe aussi, de nombreux pays européens, particulièrement la France et aussi surtout l'État, le Vatican, n'ont pas accepté la restauration de l'État d'Israël dans son territoire historique. Ouais. C'est pour ça aussi la Shoah. Si je peux résumer la question, je repense à une déclaration de notre secrétaire général de Dimi Watch, qui est Claire Brière-Blanchet, et qui m'expliquait le conflit israélo-palestinien de manière très simple et remarquable. Ça ne va pas être très long, je vous le répète. Elle me dit, les Juifs et les Israéliens sont des dhimmis, on ne négocie pas avec des dhimmis, c'est terminé. Voilà, c'est une façon très simple. Donc Claire Brière, d'un des piliers de l'extrême gauche dans les années 70, un des grands reporters, journaliste à Libération, qui connaît très bien tous les problèmes de la dhimmitude. J'espère qu'on aura l'occasion de l'entendre prochainement d'ailleurs dans une de ses conférences. Bien sûr, je voudrais, oui, merci pour cette remarque, en effet très exacte. Selon l'idéologie djihadiste, Israël n'a pas le droit d'exister.
Oui. seulement à l'état de dimitude, comme l'Occident. C'est pareil. Mais il y a un autre aspect dans le conflit israélien, alors on ne dit pas israélo-arabe, il y a un autre aspect qui est l'aspect européen. Pourquoi est-ce que l'Europe a soutenu l'OLP et créé l'UNRWA? Quelle est la politique de l'Europe vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du monde arabe, si ce n'est pas d'utiliser le monde arabe pour détruire, pour réaliser le rêve nazi de la destruction de l'État d'Israël. Voilà. Alors, je vous remercie. Alors, je regarde parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Je vais donc des gens qui disent qu'ils ont lu vos ouvrages, qui s'en félicitent, qui vous remercient de remettre l'Église au milieu du village en révélant les vraies raisons de la propagande islamo-gauchiste qui est la civilisation occidentale, qui vous remercient pour votre analyse géopolitique, qui se demandent pourquoi on ne fait rien. L'histoire qu'a citée Alexandre Delval d'une islamiste qui rentre au conseil de surveillance de Facebook, c'est quelque chose qui soulève des remarques. Pourquoi est-ce que les terroristes ont pignon sur rue alors que beaucoup d'organisations sont financées par nos impôts? Et surtout, beaucoup de gens reviennent sur la culpabilisation. Pourquoi est-ce qu'on culpabilise toujours les mêmes? Pourquoi est-ce qu'on ne culpabilise jamais les musulmans du terrorisme? Après tout, dès qu'il y a du terrorisme, beaucoup de gens réagissent en disant pas d'amalgame, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, c'est pas à nous de décider s'il faut amalgamer. Je veux dire, je vois pas si les Juifs si un Juif commettait quelque chose de très répréhensible au nom des Juifs, je vois pas pourquoi les Juifs ne diraient pas qu'il est comment dire, enfin, Oui. remettrait pas en place, enfin, ne se désolidariserait pas. Là, tu abordes un point extrêmement important que je disais, que beaucoup de spécialistes et surtout Battior ont parfaitement démontré. C'est même si elle n'a pas utilisé ce mot, je suis sûr qu'elle retrouvera sa pensée. Il y a une sorte de suprémacisme intrinsèque à l'islam orthodoxe. Je dis bien l'islam orthodoxe parce qu'un musulman progressiste ou modéré ou moutazilite, là je vois le commentaire de M. Friesman, peut ne pas avoir de suprémacisme, mais quelqu'un qui est imprimé, qui est imprégné par l'esprit de la charia, par l'islam orthodoxe non réformé, donc l'islam officiel, un moment, il ne peut pas échapper à un sentiment de suprémacisme, puisque l'islam orthodoxe officiel, canonique, je précise, hein, le vrai islam, pas l'islamisme qui serait soi-disant une déviation. Dans l'islam normal, on apprend systématiquement, il y a plein de sourates, il y a plein de hadiths, il y a plein de récits qui vont dans l'idée que le musulman appartient à une société supérieure qui doit dominer les autres, qui interdit le mal et qui ordonne le bien, d'ailleurs partout, de manière universelle, comme une sorte de redresseur de tort, parce que ce serait la communauté préférée par Dieu. Vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. Sourate 303. Cet esprit est très, très, très présent. Donc, quand on est abreuvé par cette idée de suprémaciste, ce que je fais moi est normal, mais si l'autre fait la même chose, c'est horrible. Il y a une loi pour, en quelque sorte, la race supérieure, sauf que là, ce n'est pas une race, c'est une religion. Mais moi, je dirais que cet esprit de suprémacisme islamique est l'équivalent religieux, même si je sais que ce que je dis est fort et peut choquer, c'est l'équivalent religieux du suprisme racial qu'on trouve dans le white power ou de certains anglo-saxons racialistes ou carrément du nazisme. Et quand on est supérieur et suprémaciste, tout est permis contre l'autre. Par contre, les moindres choses que l'autre commet ne sont pas admissibles. Et la force du suprémacisme islamiste, c'est d'avoir réussi à distiller cette idée comme un poison dans l'esprit de l'occidental. L'occidental, regardez les séries de Netflix. Moi, je les ai toutes regardées, surtout celles qui concernent l'Orient, depuis quelque temps. C'est sidérant. L'islam a toujours la place de la personne éclairée, du philosophe, du bon, du bien. Et quand l'impérialisme est bon, c'est l'impérialisme ottoman.
La série qui a le plus de succès, c'est sur l'Empire ottoman, dans Netflix. Quand vous regardez aussi les discours universitaires et politiques, les films, les grandes productions d'Hollywood, systématiquement en Occident, on dépeint le musulman comme supérieur d'un point de vue scientifique, moral. Il était plus tolérant puisqu'il y avait la zimmétude. Nous, on massacrait les juifs, mais eux, ils leur donnaient un statut. Les nazis ont massacré les races inférieures, mais les musulmans, même les ennemis, leur donnaient un statut. C'était merveilleux. En Andalousie, les juifs et les chrétiens n'étaient pas tués collectivement, alors qu'au même moment, en Europe, on faisait des pogroms. Et donc, cette idée que les musulmans sont supérieurs moralement, ils sont plus tolérants, le mythe de la tolérance islamique, les musulmans sont plus éclairés, ils avaient les Lumières lorsque nous étions dans le Moyen-Âge, et bien sûr, le mythe de la science arabo-islamique, qui est un délire collectif absolument incroyable, où on nous apprend, mais même dans les universités de plus en plus, qu'on leur doit tout, le zéro, l'algèbre, alors que c'est faux. On sait que le zéro, l'algèbre, c'était les Indiens et les Grecs. Le zéro, les Indiens, par l'entremise d'ailleurs des Perses et des chrétiens d'Orient et des Juifs, et les mathématiques, c'est les Perses qui nous ont donné la science extraordinaire des Indiens, grâce aux traducteurs araméens, et on sait aussi l'apport grec qui fut immense, et que l'Europe n'a jamais perdu. On nous fait croire aussi que l'Europe était barbare lorsque les Arabes nous ont redonné notre joyau grec. C'est grâce aux Arabes qu'on aurait la science grecque. Sans les Arabes, on aurait... Moi, j'ai appris à l'université, je me rappelle, j'avais un professeur, Bruno Etienne, le grand islamologue préféré de Mitterrand, d'ailleurs à l'époque, il a fini au Collège de France, il nous disait, sans les Arabes, nous serions même pas plus évolués que les Gaulois. Ils nous ont fait sortir de la régression du Moyen-Âge. On brûlait tous les livres en Europe, les Arabes retraduisaient les œuvres grecques. Faux, puisque la tradition grecque philosophique et scientifique n'a été perdue que dans les parties de l'Europe de l'Ouest rasées par les barbares germaniques. Mais dans la partie de Byzance, mais aussi dans le sud de la Méditerranée, l'Afrique du Nord et Chypre jusqu'à l'Empire byzantin, on a des preuves aujourd'hui, pas uniquement Sylvain Guggenheim, mais d'autres ont écrit dessus, notamment un Iranien célèbre qui a fait un pavé extraordinaire sur le mythe de la science arabe. On sait aujourd'hui que la philosophie grecque n'a jamais été perdue par l'Occident. Et vous savez comment les Arabes ont traduit les œuvres grecques, que soi-disant ils auraient conservé pour nous, que nous aurions perdu. Il faut relire les chroniques arabes elles-mêmes. Ce sont des délégations de l'empire de Bagdad, de l'empire abbasside, envoyées par le calife de Bagdad, qui sont allés demander gentiment des copies, ou plutôt des originaux, et des copies des originaux, aux Byzantins qui leur ont donné. C'est les Byzantins qui n'avaient jamais perdu la science grecque qui ont donné quelques copies d'Aristote et autres à des délégations qui venaient de Bagdad. Mais tout ça a été tellement distillé que moi je connais beaucoup de gens, la plupart des gens que je connaisse, ils pensent que l'islam aujourd'hui connaît un peu une période de troubles et des excès, mais que sur le temps long de l'histoire, comme disait Brodel, ils nous ont civilisés. Nous étions des barbares et grâce aux Arabes, on a connu les mathématiques, la science, la philosophie, donc la Renaissance, donc les Lumières, donc la modernité, les fusées, la découverte de la Lune et les droits de l'homme. Et donc finalement, ça c'est quoi d'autre que du suprémacisme? On a réussi à faire croire en Occident que nous sommes moralement, scientifiquement, historiquement et philosophiquement et même religieusement inférieurs à une religion qui était plus intelligente, plus... D'ailleurs, quand on parle de science de l'islam, c'est aberrant. Quand on sait que les rares scientifiques arabes musulmans étaient persécutés par leur hiérarchie religieuse. Mais on parle de science d'islam. Encore récemment, sur Arte, il y avait une émission sur la science d'islam. Mais c'est complètement fou. Et ça, c'est ce que Bourdieu, même si c'est un philosophe un peu gauchiste, mais moi j'aime bien cette idée d'intériorisation, c'est ce que disait Bourdieu, c'est une intériorisation d'une violence symbolique. On a intériorisé la violence qui fait de nous des êtres inférieurs et des musulmans des êtres supérieurs. Et ça aussi, ça explique la progression de l'islamisme en Europe. Si c'est la civilisation supérieure à qui on doit tout, et quelque part, on l'a un peu spolié en étant en avance sur eux. Il n'est que justice si... Excusez-moi, j'ai un peu trop parlé. Je pense que de toute façon, il y a encore tellement de questions, je crois que je vous les enverrai après. Il y a 30 questions, depuis que tu as commencé de répondre, Alexandre, il y a 30 questions qui sont arrivées. Donc, je crois que ce n'est pas possible. Et nous allons maintenant peut-être
conclure cette partie de la discussion, pas tout à fait conclure la soirée. Excuse-moi, Avec Batior. je voudrais ajouter des courtes phrases sur le problème du suprémacisme et de l'impossibilité dans l'islam d'émettre une opinion critique vis-à-vis de soi-même. C'est très important ceci, parce que nous voyons dans le judaïsme, il y a la cérémonie du Yom Kippour qui oblige le peuple, la communauté religieuse à se repentir de ses fautes et même des fautes qu'elle n'a pas commises ou des fautes qu'elle a commises en pensée ou des fautes qu'elle ignore avoir commises. Et dans le christianisme, nous avons cette même repentance qui est assumée par par la confession. Donc, l'humilité de l'être humain, la reconnaissance de ses erreurs, ce sont des points très importants dans la religion juive et chrétienne. Dans l'islam, nous n'avons pas cela parce que, en principe, on ne peut pas critiquer le gouvernement musulman qui applique la charia, parce que la charia est supposée se fonder sur le Coran, qui est la parole incréée d'Allah. Et Allah est infaillible, on ne peut pas critiquer Allah. Et donc, et de même pour les lois, donc le Coran ne peut pas être critiqué, le gouvernement islamique non plus, la charia, ni les actes musulmans qui sont commis au nom du djihad, parce que le djihad est la volonté d'Allah. Donc, il y a cette interdiction d'autocritique qui a empêché l'islam d'évoluer comme d'autres civilisations qui, en faisant la critique, ont pu éliminer les aspects bigots ou les excès qu'elles ont commis au cours de l'histoire. Alors, à mon avis, je pense que l'on doit, pour surmonter tous ces aspects que Alexandre a très bien examinés et analysés, pour surmonter les problèmes que nous avons de relations avec le monde musulman, tout en ne mettant pas tous les musulmans dans le même sac, il nous faut attaquer la notion de djihad, parce que c'est la source de la domination islamique et de la guerre et de la dimitude à l'égard des non-musulmans. Le problème de la femme est aussi un autre problème, mais il n'est pas dépendant du djihad. Donc, il nous faut d'abord serrer les problèmes et essayer, avec les musulmans, de pouvoir amener la réflexion musulmane sur le chemin d'une autocritique. Bravo. Voilà, je te rends la parole. Voilà. C'est digne de Karl Popper, le maître de l'épistémologie, et qui parlait de réfutabilité. Rien n'est scientifique et ne peut permettre le progrès s'il n'y a pas la possibilité d'être réfuté. C'est exactement cet esprit qui est le tien, Batior. Et en fait, il faut libérer les musulmans de cette absence d'autocritique, car rien n'est possible si on n'est pas capable de penser contre soi un instant. Oui. Je pense que c'est l'idée de la fin provisoire, parce que vous avez ouvert tellement de pistes qu'il faudra qu'on y revienne. Et je voudrais peut-être dire un mot de ce que disait Boualem Sansal, qui est membre de notre comité d'honneur de notre collectif. Il disait, en affirmant tout simplement des faits, comme nous comptons le faire, les réalités de ce qu'ont vécu les dhimmis, nous prenons l'avantage parce que nous disons des choses que les autres ne connaissent pas.